C'est fini. Je veux un divorce, a dit ma femme, faisant glisser les papiers sur la table, s'attendant à ce que je m'effondre. J'ai simplement répondu, ton choix. Un mois plus tard, elle a perdu le contrôle après m'avoir vu heureux avec quelqu'un d'autre. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais j'ai découvert quelque chose d'encore meilleur. Bien vivre pendant que votre ex-femme observe depuis la touche. Quand Isabelle m'a tendu les papiers du divorce, elle s'attendait à des larmes et des supplications. Au lieu de ça, j'ai souri. J'ai dit que ça m'allait et j'ai disparu dans les bois avec un secret qui allait tout changer. Ce qu'elle a trouvé quand elle m'a retrouvé des mois plus tard, disons simplement que le chalet n'était pas vide et que la femme qui partageait ma table n'était pas celle que l'on attendait. Je m'appelle Lester Coleman. Les gens m'appellent Lé. J'ai 64 ans et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Je suis marié à Isabelle depuis 41 ans. Nous avons élevé 2 enfants qui sont devenus plutôt convenables et j'ai bâti une entreprise qui a mis de la nourriture sur la table et un toit sur nos têtes. Je n'ai jamais été un homme de luxe, mais nous avions ce dont nous avions besoin. Ce mardi matin a commencé comme tous les autres. J'étais assis à notre vieille table de cuisine en chêne, la même que nous avions achetée dans un vide-grenier à l'époque où Clint était président, buvant mon café noir et lisant la section des sports. Isabelle est entrée, portant ce cardigan bleu que je lui avais acheté pour Noël dernier, celui qui, selon elle, lui donnait un air négligé. Elle s'est versé un thé, ce qui aurait dû être mon premier indice puisqu'elle buvait du café depuis des décennies. Elle s'est assise en face de moi, a joint ses mains comme si elle allait prier, et m'a regardé droit dans les yeux. Lé, a dit Isabelle, sa voix aussi ferme que la main d'un chirurgien. C'est fini. Je veux le divorce maintenant. J'ai vécu assez longtemps pour savoir quand quelqu'un a répété son texte. Ce n'était pas une décision spontanée. C'était calculé, planifié, probablement discuté avec ses amis du club de lecture autour d'un verre de vin et de fromage. J'ai posé le journal, pris une longue gorgée de café et hoché la tête. Ça me va, ai-je dit. L'expression sur son visage valait $1 million. Elle était venue armée pour la guerre, prête pour les larmes, les supplications, et peut-être quelques implorations à l'ancienne. Au lieu de cela, je lui ai donné la même réponse que si elle m'avait demandé de prendre du lait en rentrant à la maison. Isabelle a cligné des yeux fortement, comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière vive dans une pièce sombre. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une épaisse enveloppe en manille remplie de papier. J'ai tout préparé, a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table. La division des biens, la maison, vos comptes professionnels. Je pense que vous trouverez ça juste. J'ai pris l'enveloppe, senti son poids, et l'ai reposée sans l'ouvrir. J'en suis sûr, ai-je dit. Tu as toujours été doué avec les chiffres. Elle s'est alors levée, lissant sa jupe comme si elle allait à un entretien d'embauche au lieu de mettre fin à un mariage. C'est tout, a demandé Isabelle. Pas de questions, pas de dispute? Je me suis levé aussi, j'ai rincé ma tasse de café dans l'évier et l'ai séché avec un torchon accroché à la poignée du four. Pourquoi se battre? Tu as pris ta décision. Je la respecte. La façon dont sa bouche s'ouvrait et se fermait me rappelait un poisson qui suffoque hors de l'eau. Elle s'attendait à un drame. Peut-être en avait-elle besoin pour justifier ce qu'elle était sur le point de faire. Au lieu de cela, je lui ai donné exactement ce qu'elle avait demandé, la liberté. 3 heures après le départ d'Isabelle ce matin-là, j'étais toujours assis à la table de la cuisine, fixant cette enveloppe comme si elle pouvait se mettre à pousser des jambes et s'en aller. Le café avait refroidi, mais je n'ai pas pris la peine d'en faire une nouvelle cafetière. Il semblait inutile de commencer de nouvelles routines alors que tout le reste se terminait. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, c'était Brian, ma fille. Papa, maman m'a appelé, a dit Brian sans même un bonjour. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je pouvais entendre les enfants en arrière-plan, mes petits-enfants de 7 et 9 ans se disputant pour une quelconque futilité comme le font les enfants. Je vais bien, ma chérie, lui ai-je dit. Je suis juste en train de regarder des papiers. Papa, tu n'as pas à faire semblant avec moi. C'est énorme. 41 ans de mariage ne se terminent pas juste comme ça au petit déjeuner. Elle avait raison, bien sûr. Mais qu'étais-je censé lui dire? Que je l'avais vu venir depuis des mois, que sa mère s'était lentement éloignée comme quelqu'un qui sort doucement d'une place de parking. Parfois, les choses suivent simplement leur cours, brille,
comme un vieux moteur qui finit par s'user. 20 minutes plus tard, Cody a appelé. Mon fils de 38 ans, et il pense toujours qu'il peut tout arranger avec les bons mots. Papa, qu'est-ce qui s'est passé bon sang, a demandé Cody. Maman est chez moi en train de pleurer dans une boîte de mouchoirs, disant que tu ne t'es même pas battu pour le mariage. Je suis sorti dans le garage où mon vieux camion Chevy attendait sa prochaine vidange d'huile. Je travaillais sur des moteurs depuis 40 ans, et ils avaient un sens. On pouvait diagnostiquer des problèmes, remplacer des pièces usées, faire en sorte que les choses fonctionnent à nouveau sans problème. Les mariages n'étaient pas si simples. Ta mère a pris sa décision, fiston. Ce n'était pas à moi de la contester. Mais, papa, tu t'en fiches? Tu ne veux pas essayer une thérapie ou quelque chose comme ça? J'ai passé ma main sur l'aile du camion, sentant les petites bosses et les éraflures qui racontaient des histoires de 4 décennies de travail honnête. Cody, quand les fondations bougent, tu peux les étayer temporairement, mais finalement toute la structure est compromise. Ta mère et moi sommes sur un terrain instable depuis des années. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Mon garçon était ingénieur logiciel. Il travaillait avec la logique et le code. Ce genre de désordre humain ne se calculait pas pour lui. Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être si calme à ce sujet, a finalement dit Cody. Parce que se battre ne changera rien, et la dignité compte plus que le drame. Après avoir raccroché, j'ai ouvert cette enveloppe. Isabelle avait été minutieuse. Je lui accorde ça. Elle avait tout calculé jusqu'au dernier dollar. La maison serait vendue, les bénéfices partagés à 50-50e, mes comptes professionnels, mes outils, même mon matériel de pêche, tout était inventorié comme un entrepôt. Mais il y avait une chose qu'elle avait manqué, quelque chose qui m'a fait sourire pour la première fois de la journée. Enfouie dans toute cette paperasse juridique se trouvait une clause sur les actifs non divulgués. Isabelle avait toujours géré nos finances, nos investissements, équilibré les comptes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais discrètement mis de l'argent de côté pendant des années, au cas où. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je me suis déclaré malade auprès de ma propre entreprise. Enfin, pas malade exactement, mais j'ai dit à Bobby Hutkins, mon chef d'atelier, qu'il était en charge pour la journée. Bobby était avec moi depuis 15 ans. Il connaissait chaque boulon et chaque joint de cet endroit mieux que certains hommes ne connaissent leur propre femme. « Tu vas bien, Lé ?» a demandé Bobby. « Tu as l'air différent. »« Juste besoin de m'occuper de quelques affaires personnelles, ai-je dit. »« Tu penses que tu peux t'occuper de la transmission de Madame Patterson sans mettre le feu à la boutique ?» Bobby a ri. « Je vais essayer de limiter les explosions au minimum. » Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison une dernière fois. Isabelle avait été méticuleuse dans sa planification. Elle avait déjà déplacé la plupart de ses affaires personnelles chez sa sœur au cours des dernières semaines. Je n'y avais tout simplement pas prêté attention. Le placard était à moitié vide. Le comptoir de la salle de bain débarrassé de ses bouteilles de parfum et de ses crèmes pour le visage. J'ai chargé mon camion avec tout ce qui m'importait. Ma boîte à outils, un sac de sport avec des vêtements, mon matériel de pêche, et une boîte en carton de photos des enfants et de mon défunt père. Le reste, les meubles, les bibelots décoratifs, les gadgets de cuisine que nous n'utilisions jamais. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans elle pour s'en soucier. Mon premier arrêt fut la banque. J'avais pensé toute la nuit à ce compte caché, celui dont Isabelle ne connaissait pas l'existence. Il s'est avéré que le vieil Al Simons, qui m'a appris le métier de mécanicien automobile il y a 40 ans, m'avait donné plus que des compétences commerciales. Il m'a appris qu'un homme devrait toujours avoir un fonds de prévoyance. De l'argent que personne d'autre ne connaissait, pas même la famille. Juste au cas où la vie te réserve une surprise, disait-il. Et crois-moi, gamin, la vie a une sacrée balle rapide, et elle n'a pas peur de t'en mettre une en plein entre les deux yeux. Le solde de ce compte était suffisant pour recommencer quelque part. Ce n'était pas l'argent d'un homme riche, mais c'était assez pour un acompte sur une petite propriété et quelques années de frais de subsistance. J'y avais ajouté de l'argent lentement, 20 ou 30 à la fois provenant de travaux payés en espèces à l'atelier. Mon prochain arrêt fut Riverside Realty. J'avais vu les panneaux à vendre dans le coin, mais une propriété en particulier avait attiré mon attention. Un petit chalet à environ 15 miles de la ville, juste au bord de Miller Creek. L'annonce disait qu'il nécessitait des travaux,
ce qui me convenait parfaitement. J'avais passé ma vie à réparer des choses que d'autres personnes avaient abandonnées. Jennifer Walls, l'agent immobilier, fut surprise de me voir. Les Coleman, dit Jennifer en me serrant la main. Je ne vous ai pas vu depuis que vous avez réparé le camion de mon mari au printemps dernier. Qu'est-ce qui vous amène? Je veux acheter ce chalet sur Miller S. Creek, celui qui est vide depuis 6 mois. Ses sourcils se haussèrent. C'est un grand changement par rapport à votre maison en ville. Tout va bien entre vous et Isabelle? Les petites villes ne gardent pas longtemps les secrets. Le soir venu, tout le monde connaîtrait l'histoire du divorce. Parfois, un homme a besoin d'un nouveau départ, ai-je dit. Quand pouvons-nous le voir? Le chalet était tout ce que l'annonce promettait et rien de ce à quoi je m'attendais. Jennifer ne plaisantait pas quand elle disait qu'il avait besoin de travaux. Le porche avant s'affaissait comme les épaules d'un vieil homme fatigué, et le toit avait plus de rustine qu'un patchwork, mais il se trouvait sur 3 acres de Miller S. Creek, et la structure du bâtiment était solide. L'ancien propriétaire était veuf, expliqua Jennifer alors que nous traversions le petit salon. Après le décès de sa femme, il n'a tout simplement pas pu suivre l'entretien. La famille veut le vendre en l'état. L'endroit avait 2 chambres, une salle de bain, et une cuisine qui semblait dater des années 70. Mais le salon avait une cheminée en pierre qui devait bien chauffer, et la chambre principale avait des fenêtres orientées à l'est, vers le ruisseau. Je pouvais déjà m'imaginer y boire mon café le matin, en regardant le soleil se lever sur l'eau. « Quel est votre dernier prix ?» ai-je demandé à Jennifer. Elle m'a dit un prix qui était 30 000 $ de moins que ce que j'avais dans ce compte secret. « Je le prends, ai-je dit. Offre au comptant. Pas besoin d'inspection. » Jennifer m'a regardé comme si je venais de me mettre à parler chinois. Vous devriez peut-être y réfléchir. Faire vérifier les fondations par un entrepreneur, vérifier l'électricité, s'assurer que l'eau du puits est propre. Jennifer, j'ai passé ma vie à réparer des choses. Je sais ce que je regarde. La paperasse a pris 2 heures. Jennifer n'arrêtait pas de me demander si je voulais appeler Isabelle pour m'assurer qu'elle était d'accord avec l'achat. Je lui ai dit qu'Isabelle ne faisait plus partie du processus de décision. Au coucher du soleil, j'étais le propriétaire d'un chalet délabré que la plupart des gens auraient rasé pour la valeur du terrain. Mais debout sur ce porche affaissé, regardant le ruisseau avec une bière à la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Mon téléphone a vibré avec un texto de Cody. « Papa, maman raconte à tout le monde que tu as perdu la tête et acheté une cabane dans les bois. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » J'ai répondu, c'est vrai et c'est la chose la plus intelligente que j'ai faite en 20 ans. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai écouté le ruisseau couler le long de ma propriété. Demain, je commencerai à réparer cet endroit, à le faire mien. Ce soir, j'allais juste m'asseoir ici et me souvenir de ce que c'était que de prendre des décisions sans demander la permission. Le silence fut rompu par le bruit d'un camion remontant l'allée de gravier. J'ai pensé que c'était probablement Jennifer qui revenait pour vérifier que je n'avais pas eu une sorte de dépression nerveuse. Au lieu de cela, c'était un vieux camion Ford, plus vieux que le mien, avec une femme au volant. Elle s'est garée à côté de mon camion et est sortie. Grande, mince, avec une mèche argentée dans ses cheveux bruns, tirée en une queue de cheval pratique. Elle portait un jean, des bottes de travail et une chemise en flanelle comme si elle les utilisait vraiment pour travailler. « Vous êtes le nouveau propriétaire ?» demanda-t-elle en s'approchant du porche. « Les Coleman » dis-je en me levant et en tendant la main. « Rena » dit-elle en me serrant fermement la main. « J'habite à environ 1 mile en amont de la rivière. Je voulais juste me présenter et vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. » Rena, Michigan s'est avéré être le genre de voisine que j'avais oublié existait. Le genre qui se présente avec une aide pratique au lieu de compliments vides. Le matin après mon installation dans le chalet, elle est apparue à ma porte avec un thermos de café et une boîte à outils. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires, a dit Rena, posant le thermos sur mon comptoir de cuisine improvisé. Ce Porsche avant ne va pas se réparer tout seul. J'avais passé la nuit sur un matelas pneumatique, à écouter le ruisseau et à prendre des notes mentales de tout ce qui nécessitait de l'attention. Le Porsche était définitivement la priorité numéro 1. Il ne supporterait pas beaucoup plus de poids. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, lui ai-je dit. Je peux m'en occuper. Je suis sûr que vous le pouvez, mais 4 mains travaillent plus vite que 2, et je n'ai rien de pressant aujourd'hui.
Elle ne plaisantait pas sur sa connaissance des outils. Pendant que je mesurais et marquais les poutres de soutien qui devaient être remplacées, Rena a commencé à arracher les planches pourries du Porsche avec le genre d'efficacité qui vient d'années de pratique. « Vous faites ce genre de travail professionnellement ?» ai-je demandé, impressionné par sa technique. Retraité de l'Air Force, a dit Rena, en arrachant une autre planche. J'ai passé 25 ans à entretenir des avions. Les bâtiments ne sont pas si différents. Gardez la structure solide et tout le reste se met en place. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant la majeure partie de la matinée. Pas de bavardage, pas de questions personnelles, juste deux personnes concentrées sur la bonne exécution d'un travail. À l'heure du déjeuner, nous avions remplacé la moitié des planches du Porsche et renforcé les poteaux de soutien. Il y a un restaurant en ville qui fait des hamburgers corrects, a dit Rena, en essuyant la sueur de ses mains. C'est ma tournée, puisque vous avez fourni le divertissement. Pendant le déjeuner, j'ai appris que Rena avait acheté sa maison il y a 3 ans après avoir pris sa retraite de l'armée. Elle avait été mariée une fois, brièvement, à un autre aviateur qui ne supportait pas d'être marié à une femme qui le dépassait en grade. Certains hommes ne peuvent pas surmonter leur ego, a dit Rena en sirotant son thé glacé. Ils veulent une femme qui a besoin d'eux, pas une qui peut prendre soin d'elle-même. Ça me semble familier, ai-je dit, en pensant aux plaintes d'Isabelle au fil des ans. Que j'étais trop ancré dans mes habitudes, trop indépendant, trop à l'aise avec le silence. Et vous, a demandé Rena, divorce? Je suppose, puisque vous recommencez à zéro ici. 41 ans, ai-je dit. Elle a décidé qu'elle voulait quelque chose de différent. Rena a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à une personne est que quelqu'un d'autre prenne la décision difficile pour elle. Cet après-midi-là, nous avons terminé le Porsche. Au coucher du soleil, Rena a rassemblé ses outils et s'est dirigée vers son camion. Même heure demain, a-t-elle demandé. Le cadre de cette fenêtre de cuisine a besoin d'attention avant l'hiver. Vous n'êtes pas obligé de continuer à aider, ai-je dit. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. Après son départ, je me suis assis sur mon Porsche fraîchement réparé avec une bière, en regardant le ruisseau couler. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à ce qui n'allait pas dans mon mariage. Je pensais à ce qui pourrait aller bien et à ce qui allait suivre. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes, surtout quand elles concernent quelqu'un que les gens pensaient connaître. À la fin de ma première semaine au chalet, Isabelle avait apparemment entendu parler de ma situation d'au moins 3 sources différentes. Elle m'a appelé un jeudi soir alors que je remplaçais le robinet de la cuisine. Les gens disent que tu vis avec une femme là-bas, a dit Isabelle sans même un bonjour. Les gens disent beaucoup de choses. Je vois. Ça ne les rend pas vrais. Alors tu ne vois personne? J'ai posé ma clé à molette et j'ai regardé par la fenêtre le camion de Rena garé dans mon allée. Elle était à l'intérieur en train de préparer le dîner. Rien de sophistiqué, juste des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate pendant que je finissais la plomberie. Je vois qui je veux voir, ai-je dit. C'est généralement ce qui se passe quand on divorce. Nous ne sommes pas encore divorcés. Les papiers n'ont pas été finalisés. Sémantique. Tu voulais sortir. Tu es sorti. Ce que je fais maintenant ne te regarde pas. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis le son d'Isabelle en pleurs. Pas les larmes de colère qu'elle versait lors de nos disputes, mais quelque chose de plus doux, de plus brisé. Je ne pensais pas que tu passerais à autre chose si vite, a dit Isabelle. 41 ans devraient compter pour quelque chose. Ça compte. Ça compte comme 41 ans où j'ai essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Rena en train de mettre les assiettes sur ma petite table à manger. Elle avait entendu assez de la conversation pour comprendre ce qui se passait. Ex-femme, a demandé Rena. Bientôt. Elle a des doutes sur le fait que je devrais avoir le droit d'avoir une vie après elle. Ce n'est pas comme ça que le divorce fonctionne, a dit Rena en me tendant un sandwich. Elle ne peut pas te garder sur une étagère pour les urgences. Le lendemain matin, Cody est arrivé sans prévenir. J'étais dehors en train de fendre du bois de chauffage quand sa BMW est entrée dans l'allée, semblant aussi déplacé qu'un smoking à un barbecue. Papa, il faut qu'on parle, a dit Cody en sortant de sa voiture et en regardant autour de lui comme s'il avait atterri sur une planète extraterrestre. Entre. Je vais te faire un café, ai-je dit, en enfonçant ma hache dans une autre bûche.
J'aurai fini ici dans quelques minutes. Je suis sérieux, papa. Maman m'a appelé hier soir en larmes. Elle dit que tu vis avec une inconnue et que tu agis comme si ton mariage n'avait jamais existé. J'ai posé la hache et j'ai regardé mon fils, 38 ans, réussi, bien intentionné, mais pensant toujours comme quelqu'un qui n'a jamais eu le cœur brisé. Ta mère a demandé le divorce, Cody. C'est elle qui a mis fin au mariage, pas moi. Mais papa, tu ne penses pas que tu vas un peu vite? Ça ne fait qu'un mois. Fiston, ta mère et moi avons cessé d'être mariés émotionnellement il y a des années. La paperasse n'a fait qu'officialiser la chose. Cody avait l'air frustré, comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques avec des variables manquantes. Et la thérapie, et essayer de réparer les choses? Et accepter que parfois les choses se terminent, et que ce n'est pas toujours une tragédie? Avant que Cody ne puisse répondre, le camion de Rena est entré dans l'allée, s'est garé à côté de sa BMW, et elle est sortie, portant un sac d'épicerie et vêtue de ses habituels vêtements de travail. Bonjour, a dit Rena, puis elle a fait un signe de tête poli à Cody. Vous devez être l'un des garçons. Je suis Rena. Cody lui a serré la main automatiquement, mais je pouvais voir qu'il la jaugeait. Sa poignée de main ferme, son contact visuel direct, la façon dont elle se comportait comme quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de la permission de personne pour exister. Ravi de vous rencontrer, a dit Cody, bien que son ton suggéra le contraire. Après que Rena soit entrée, Cody s'est retourné vers moi avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Papa, elle a l'air différente de maman. C'est le but, fiston. 2 mois après le début de ma nouvelle vie au chalet, Isabelle a décidé de me rendre une visite impromptue. Je remplaçais la fenêtre de la cuisine quand sa Lexus argentée a remonté l'allée de gravier. À travers la nouvelle vitre, je l'ai regardé se garer et rester dans la voiture pendant une bonne minute, probablement pour rassembler le courage de frapper. Rena était au fourneau, préparant son fameux chili pour le dîner. Nous étions tombés dans une routine facile. Elle venait après sa course matinale. Nous travaillions sur le projet qui nécessitait de l'attention et généralement elle restait pour le dîner. Rien n'avait été officiellement discuté, mais son sac de voyage apparaissait avec une fréquence croissante. Tu attends de la compagnie, a demandé Rena en regardant par la fenêtre. Ex-femme, ai-je dit en posant mes outils. Ça va être intéressant. Isabelle est finalement sortie de la voiture, portant une robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 3 ans. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée comme si elle approchait d'un peloton d'exécution. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Isabelle, ai-je dit. Je ne savais pas que tu venais. J'ai essayé d'appeler, a-t-elle dit, sans me regarder directement dans les yeux. Tu n'as pas répondu. J'ai été occupé. Que puis-je faire pour toi? Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le chalet, observant l'intérieur rénové, l'éclairage chaleureux, l'odeur du dîner qui cuisait. Son regard s'est posé sur Rena, qui remuait le chili en faisant semblant de ne pas écouter. Pouvons-nous parler en privé, a demandé Isabelle. C'est ma maison, ai-je dit. Rena est la bienvenue pour entendre tout ce que tu as à dire. La mâchoire d'Isabelle s'est crispée. Très bien. Je suis venu te dire que j'ai réfléchi à notre situation. Peut-être que nous avons fait une erreur. Peut-être que nous devrions essayer une thérapie. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, étudiant la femme avec qui j'avais été marié pendant 41 ans. Elle semblait plus petite en quelque sorte, moins sûre d'elle que la femme qui m'avait tendu les papiers du divorce il y a 2 mois. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, ai-je demandé. Tu m'as manqué, a dit Isabelle, sa voix se brisant légèrement. Nous m'avons manqué. La maison est vide sans toi. La maison était vide avec moi aussi. C'était ça le problème. Rena s'est détournée des fourneaux, s'essuyant les mains sur un torchon. Je vais vous laisser un peu d'intimité, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Reste, lui ai-je dit sans quitter Isabelle des yeux. Ça ne prendra pas longtemps. Le visage d'Isabelle a rougi. J'essaie de sauver notre mariage. Le moins que tu puisses faire, c'est m'écouter. Je t'ai écouté il y a 2 mois quand tu as demandé le divorce. Tu as pris ta décision. Les gens peuvent changer d'avis. Certains le peuvent, d'autres non. Isabelle a de nouveau regardé autour du chalet. La cheminée en pierre que j'avais réparée. Les nouveaux comptoirs de cuisine que j'avais installés.
la table à manger où Rena avait mis 2 couverts pour le dîner. Ce n'est pas toi, a dit Isabelle, vivre dans une cabane dans les bois et jouer à la maison avec une inconnue. Ce n'est pas qui tu es. Tu as raison, ai-je dit. C'est qui je suis quand personne ne me dit qui je devrais être. Isabelle s'est mise à pleurer. Pas les larmes de colère de nos anciennes disputes, mais quelque chose de désespéré et de brisé. 41 ans, ça doit compter pour quelque chose, dit-elle. Ça compte. Ça compte comme 41 ans à apprendre que nous voulons des choses différentes. Après le départ d'Isabelle, j'ai trouvé Rena sur la terrasse arrière, regardant le ruisseau. Elle avait tout entendu, bien sûr. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. « Dois-je m'inquiéter ?» a demandé Rena. « Qu'elle essaie de te récupérer. » Je me suis assis à côté d'elle sur les marches que j'avais construites la semaine dernière. « Il n'y a rien à récupérer, lui ai-je dit. Cet homme à qui elle était mariée n'existe plus. » La douleur à la poitrine a commencé un mardi matin alors que je fendais du bois de chauffage. Au début, j'ai pensé que c'était juste un muscle froissé. Je n'avais plus 20 ans, et manier une hache pendant 2 heures d'affilée allait forcément avoir des conséquences. Mais quand la douleur n'a pas diminué après le déjeuner, et quand j'ai commencé à me sentir étourdi en réparant les gouttières du chalet, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Rena m'a trouvé assis sur les marches du porche, respirant difficilement et transpirant malgré l'air frais d'octobre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, laissant tomber sa boîte à outils et s'agenouillant à côté de moi. « Probablement rien, ai-je dit. Juste essoufflé. Tu es plus gris que du vieux béton. Nous allons à l'hôpital. » Je voulais protester, mais le regard dans ses yeux m'a dit que ce n'était pas sujet à débat. 25 ans dans l'Air Force lui avait appris à reconnaître quand quelqu'un était en réel danger. Le médecin des urgences était plus jeune que mon fils Cody, mais il connaissait son métier. Après un électrocardiogramme, des analyses de sang et une radiographie du thorax, il s'est assis avec une expression sérieuse. « Monsieur Coleman, vous avez eu ce que nous appelons un événement cardiaque mineur. Pas une crise cardiaque à part entière, mais votre cœur vous envoie clairement un message. » « Quel genre de message ?» a demandé Rena. Elle avait insisté pour rester avec moi pendant tous les tests. « Le genre qui dit, ralentissez avant que quelque chose de pire n'arrive, a dit le médecin. Votre cholestérol est très élevé. Votre tension artérielle est élevée et il y a des signes de blocage artériel. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait de bilan de santé? Je ne pouvais pas me souvenir. Isabelle avait l'habitude de me harceler pour les rendez-vous chez le médecin, mais après qu'elle ait cessé de se soucier de ma santé, j'ai cessé d'y penser aussi. Nous devons faire plus de tests, a dit le médecin. Test d'effort, échocardiogramme, probablement un cathétérisme cardiaque, et vous allez devoir faire des changements de style de vie immédiatement. Ils m'ont gardé pour la nuit en observation. Rena est restée dans le fauteuil près de mon lit même si je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée. Où serais-je d'autre, a-t-elle demandé. Le lendemain matin, Cody et Brian sont arrivés, l'air inquiet et coupable. Apparemment, Rena les avait appelés après le diagnostic initial du médecin. « Papa, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu ne te sentais pas bien ?» a demandé Brian, en me prenant la main. « Je ne voulais inquiéter personne, ai-je dit. De plus, je me sens bien maintenant. »« Tu te sens bien parce que tu es sous médicaments, a dit Cody. Le médecin dit que tu aurais pu mourir si Rena ne t'avait pas amené. » J'ai regardé Rena, qui était assise tranquillement dans le coin. Elle m'avait probablement sauvé la vie, et je pensais juste à quel point c'était embarrassant d'être vue comme faible. « Merci, lui ai-je dit. »« Ne me remercie pas encore, a dit Rena. Attends de voir ce que je vais te faire subir pour te maintenir en bonne santé. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Cody et Brian parlaient au médecin de mes instructions de sortie, j'ai demandé à Rena quelque chose qui me tracassait. « Pourquoi es-tu là ?» ai-je dit. « Nous nous connaissons depuis 2 mois. Tu ne me dois rien. » Rena est restée silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre de l'hôpital le parking en contrebas. « Il y a 28 ans, j'étais mariée à un pilote nommé Jacques Michi, a-t-elle dit. Un homme bien, un vétéran décoré. Il n'a jamais rencontré un problème qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même. Un jour, il a commencé à avoir des douleurs à la poitrine. Il m'a dit que ce n'était rien, probablement juste le stress de son programme de déploiement. 3 semaines plus tard, il a eu une crise cardiaque massive dans le cockpit d'un F-16. Il a été tué sur le coup. Elle s'est tournée pour me regarder,
ses yeux féroces et déterminés. Je suis là parce que je ne vais pas revivre ça. Pas si je peux l'éviter. Se remettre d'une alerte cardiaque change rapidement les priorités d'un homme. Le cardiologue m'a mis sous un régime strict, médicaments 2 fois par jour, un régime pauvre en sodium, 30 minutes de marche chaque matin, et des techniques de réduction du stress. Cela ressemblait à quelque chose qu'Isabelle aurait suggéré il y a des années. Rena a pris en charge ma convalescence comme un sergent instructeur avec un diplôme de médecine. Elle a jeté toute la nourriture transformée de ma cuisine, a rempli le réfrigérateur de légumes que je ne pouvais pas prononcer, et a acheté un tensiomètre qu'elle utilisait sur moi 2 fois par jour. Ce n'est pas négociable, a-t-elle dit quand je me suis plaint du poulet grillé fade qu'elle préparait pour le dîner. Si tu veux vivre assez longtemps pour profiter de cet endroit, tu manges ce qui est bon pour toi. 3 semaines après le début de ma nouvelle routine, Cody a amené sa famille visiter le chalet. Mes petits-enfants, Emma et Jacques, couraient partout sur la propriété comme des chiots en liberté, pêchant dans le ruisseau et construisant des forts dans les bois. En les regardant explorer, j'ai réalisé que c'était ce qui m'avait manqué toutes ces années en ville. De l'air pour respirer, de l'espace pour penser, la permission d'exister tout simplement. « Papa, tu as meilleure mine que depuis des années, » a dit Brian, en aidant Rena à préparer le déjeuner. J'étais inquiète quand maman nous a parlé du divorce. Mais cet endroit est bon pour toi. Ton père a toujours été le plus heureux quand il travaille avec ses mains, a dit Rena, en assaisonnant le poisson grillé que nous avions pêché ce matin-là. Il avait juste besoin de l'espace pour se souvenir de qui il est. Ce soir-là, après le départ de la famille, je me suis assis sur la terrasse avec Rena, regardant le ruisseau couler le long de notre propriété. Oui, notre propriété. Quelque part entre la crise cardiaque et la convalescence, elle avait cessé de retourner chez elle en amont de la rivière. Rena, dis-je, j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle m'a regardé avec inquiétude. Ta poitrine ne te fait pas encore mal, n'est-ce pas? Non, rien de tel. J'ai besoin de te parler d'Al Simmons, l'homme qui m'a appris le métier de mécanicien automobile. Il m'a donné un conseil une fois que je n'ai jamais oublié. Quel genre de conseil? Il a dit, un homme devrait toujours avoir un fonds de prévoyance, mais plus important encore, il doit savoir quand il a trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de rester. Rena a souri. Le genre de sourire qui atteint jusqu'à ses yeux. Et as-tu trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de rester? J'ai pris sa main, sentant les callosités de années de travail honnête, la force qui m'avait probablement sauvé la vie. J'ai trouvé quelqu'un pour qui il vaut la peine de changer, ai-je dit. Pour qui il vaut la peine d'être en meilleure santé, pour qui il vaut la peine d'être meilleur. 6 mois plus tard, Rena a emménagé de façon permanente. Nous avons vendu sa maison en amont de la rivière et avons utilisé l'argent pour ajouter un atelier où je pouvais faire de petites réparations de moteurs pour les habitants. L'entreprise ne visait pas à gagner de l'argent. Ma pension et le règlement d'Isabelle nous permettaient de vivre confortablement. Il s'agissait d'avoir un but, de rester occupé, de garder mes mains occupées à un travail utile. Isabelle s'est remariée 1 an plus tard avec un vendeur d'assurance à la retraite qui appréciait ses compétences organisationnelles et ne voyait pas d'inconvénient à être dirigé. Cody m'a dit qu'ils semblaient heureux ensemble, ce qui me convenait parfaitement. Chacun mérite de trouver sa place. 2 ans après avoir déménagé au chalet, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était d'un avocat de Denver m'informant qu'Al Simmons était décédé et m'avait laissé quelque chose dans son testament. Elle avait été comme un père pour moi après la mort précoce de mon propre père. Il m'a tout appris sur la réparation des moteurs, la gestion d'une entreprise et le traitement respectueux des clients. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait observé ma vie à distance, suivant l'évolution des choses. Monsieur Coleman, a dit l'avocat, Monsieur Simmons vous a légué l'intégralité de sa succession, sa maison, ses économies et sa collection de voitures classiques. Il a dit que vous étiez le fils qu'il n'a jamais eu. L'héritage était substantiel, assez pour assurer complètement notre avenir et laisser quelque chose de significatif à mes petits-enfants. Mais plus que l'argent, c'est la lettre d'Al qui m'a ému. Disait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin compris ce que j'ai essayé de t'apprendre il y a 40 ans. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il est prêt à abandonner quand cela ne le sert plus. J'ai entendu parler de ton divorce et de ta nouvelle vie. Fier de toi d'avoir enfin mis ta personne en premier. Rena m'a trouvé assis sur la terrasse ce soir-là, lisant la lettre d'Al pour la 3e fois. Tout va bien, demanda-t-elle,
s'asseyant dans le fauteuil à côté de moi. Plus que bien, ai-je dit, en lui tendant la lettre. C'est comme s'il m'avait donné la permission d'être heureux. Tu n'avais pas besoin de sa permission pour ça. Peut-être pas, mais ça aide de savoir que quelqu'un prêtait attention. Cet automne-là, Cody a apporté des nouvelles troublantes. Son mariage battait de l'aile, et il faisait face aux mêmes problèmes que j'avais rencontrés. Se sentir piégé, mal apprécié, mourant lentement à l'intérieur d'une relation qui avait cessé d'être un partenariat. Que devrais-je faire, papa, a-t-il demandé lors d'une de ses visites du week-end. J'ai pensé au conseil d'Al, au fonds de prévoyance, au fait de savoir quand on a trouvé quelque chose qui vaut la peine de rester. Fiston, seul toi peux répondre à ça. Mais je vais te dire ce que j'ai appris. La vie est trop courte pour la passer à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. 6 mois plus tard, Cody a demandé le divorce. Ce fut compliqué et coûteux, mais il en est sorti avec sa dignité intacte et une idée plus claire de ce qu'il voulait de la vie. Les petits-enfants viennent un week-end sur 2. Emma apprend à pêcher maintenant, et Jacques parle déjà de construire son propre chalet un jour. Rena leur enseigne des compétences pratiques, comment changer un pneu, comment lire une carte, comment faire un feu sans allumette. Pourquoi devons-nous savoir ces choses, a demandé Emma lors de leur dernière visite. Parce que l'autosuffisance est le fondement de la liberté, lui a dit Rena. Vous ne pouvez pas contrôler ce que la vie vous réserve, mais vous pouvez contrôler à quel point vous êtes préparé à y faire face. En y repensant, j'ai réalisé que le divorce qu'Isabelle a demandé était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Non pas parce que notre mariage était terrible, mais parce qu'il m'a forcé à devenir l'homme que j'étais censé être au lieu de l'homme que je pensais devoir être. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de réparer ce qui est cassé. Parfois, la chose la plus sage que vous puissiez faire est de vous éloigner et de construire quelque chose de nouveau. Al le savait. Rena le sait. Et finalement, à 66 ans, moi aussi.